Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec un entrepreneur qui a monté un business qui cartonne, je crois qu'on peut le dire, dans le monde digital, dans le monde des photos. Ciné Valenta, merci d'avoir accepté de Avec nous plaisir. recevoir. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux un petit peu te présenter? Qui es-tu? D'où viens-tu? Alors, c'est pas très compliqué. J'ai 36 ans, je suis un pur produit bruxellois. Donc, fait mes primaires Athénée en Belgique, étudié à l'EFEC un gradué en commerce extérieur. Parti un an après faire un master à Boston que mes parents pensent que j'ai eu, mais que j'ai jamais eu parce que Boston c'est très fun et C'est vrai? c'est 250 000 étudiants dans une ville, donc tu fais beaucoup la fête. Ils le croient encore aujourd'hui ou ils savent que c'est... Ils font plus attention, mais il faut pas leur dire parce que c'était assez cher. Ce qui est très compliqué, je pense, quand tu fais des études commerciales, comparé à mes amis qui ont fait le droit ou qui font médecine, là vous avez une vocation, tu fais le droit, tu sais que tu vas être avocat, tu fais médecine, tu sais que tu vas être médecin, tu fais l'académie de police, et ben oui, tu vas être policier. Quand tu fais des études commerciales comme les FEC, t'en sais rien si tu vas vendre des chaussures, si tu vas être consultant, si tu vas faire du marketing dans une boîte de pub. Ouais. Donc c'est un peu plus large, donc c'est plus dur de se trouver. Et d'ailleurs, mon premier métier, c'est un truc que j'aurais jamais cru faire, j'ai fait du recrutement. Donc j'ai été chasseur de tête et finalement ça a duré. J'ai été pendant 7 ans chasseur de tête. Pire, j'étais chasseur de tête spécialisé dans le recrutement de personnel informatique. D'accord. Alors ne me demande pas si je m'y connais en informatique car je m'y connais très peu. Donc voilà, donc la vie fait des choses assez bizarres. Chasseur de tête, souvent les gens confondent ça avec du RH, alors que c'est de la vente pure. Tu joues avec la vie des gens, hein, donc tu vas prendre quelqu'un dans son métier et le mettre ailleurs et lui dire c'est ça qu'il doit faire, parce que c'est ton client qui te paye finalement. Donc c'est très gai pendant 7 ans, donc j'ai été chasseur de tête, d'abord pour un gros cabinet anglais, puis un gros cabinet américain. Puis avec mon ancien patron, on a ouvert notre boîte, et puis moi-même j'étais consultant pour les grosses banques, donc une très chouette carrière. D'accord. Les 3 dernières années, c'est là que j'ai eu mes première expérience d'entrepreneur. Et rapidement, parce que c'est dans la famille, c'est dans mon ADN, et j'ai toujours su que j'allais au moins être entrepreneur. D'accord. Parce que je ne suis pas quelqu'un de vraiment carriériste, je ne suis pas quelqu'un de très politique au sein de grosses boîtes. Et mon parcours académique fait aussi qu'à un moment, tu es capé, il y a des paliers que tu n'arrives plus à atteindre, même si tu performes bien. Tu rajoutes à ça mon problème des langues où le néerlandais n'est pas ma force. Voilà, j'avais pas le profil parfait pour être carriériste et monter très haut dans les boîtes. Et j'aime beaucoup moi-même entreprendre et créer la valeur ajoutée. Tu l'as toujours eu ça? Ouais, je le savais. Après, voilà, se lancer l'entrepreneuriat trop tôt, je pense qu'il faut être fou. Il faut quand même une certaine expérience, que ce soit déjà avoir la bonne idée, avoir une expérience marché, avoir une expérience du travail, hein, savoir gérer ton temps, gérer un projet, gérer des clients, gérer un cycle de vente, gérer de l'administratif. Je pense plein de gens qui se lancent très tôt, soit ils sont bien entourés, soit je pense qu'ils vont droit dans le mur. Okay. Donc j'ai clairement beaucoup appris de mon expérience professionnelle avant de me dire ok, là maintenant j'ai les épaules assez larges et l'expérience pour lancer ma propre barque. Juste, donc ton conseil c'est de prendre quand même quelques années pour avoir cette expérience avant de lancer un business si on n'a pas à gérer l'environnement. Alors oui et non, tout n'est pas blanc ou noir. Voilà, maintenant si vous avez une idée, un concept ou un marché que vous voulez attaquer à un certain moment, vas-y fonce, n'attends pas à te dire il me faut 5 ans d'expérience pour lancer, car 5 ans ton idée, ton produit sera peut-être obsolète. Okay, donc, je ne dis pas qu'il faut absolument patienter, mais si tu mets toutes tes chances de ton côté, c'est pas je pense à 16 ans, à 18 ans, 21 ans, sortant de l'école, que tu auras l'épaule assez large. À moins que tu trouves le partenaire à ce moment-là idéal pour pallier à ce manque d'expérience, mais moi je l'ai vu moi-même, mon approche marché, pour démarcher les clients, gérer un cycle de vente, gérer mon administratif, connaissance d'un marché aussi, un réseau professionnel dans le pays où vous êtes, avoir une crédibilité aussi certains clients. Tu ne peux pas aller voir les investisseurs ou des clients si quand ils te Google ou ils te LinkedIn, ils voient en fait que tu sors de l'école. Ça paraît con, mais c'est toutes ces petites choses aussi qui amènent ton profil à être plus sérieux. Mais te dire non, il faut absolument avoir fait ça pour y aller, non, pour moi il n'y a pas de blanc ou noir, il y a toujours une zone grise. Moi je sais que ça m'a aidé en tout cas. Okay. Et voilà, moi je crois beaucoup à l'entrepreneuriat. J'ai fait plusieurs boîtes. Hein. La première boîte, je l'ai ouverte dans le support informatique avec ma femme. On a très vite revendu, ça s'appelle Dr Bug. J'ai eu dans le recrutement, donc là où j'ai créé ma structure. Et quand tu dis très vite, c'est quel délai? Dr Bug, c'était pas grand chose, mais c'était une chouette expérience. Ça a duré 1 an et demi.
Et après 1 an et demi, ça ne nous plaisait pas, mais c'était vraiment en croissance. Et on a trouvé un repreneur, un de nos fournisseurs en fait, a repris la boîte. Ok. Après, j'ai ouvert une autre boîte qui tourne encore assez bien avec mon frère, qui s'appelle La Wash. Donc là, on est, je crois, un des plus gros blanchisseurs industriels de Bruxelles, de la région bruxelloise, c'est sûr. D'accord. On est spécialisé dans le traitement de linge en maison de repos. Donc c'est vraiment un marché niche, mais ça va être très intéressant. Genre, on fait 5 ou 6 tonnes de linge par jour maintenant. Ok. C'est un beau business. Tu es toujours actionnaire là? Bien sûr. Mon frère et moi, on est associés dans toutes nos affaires. C'est qu'on a une quinzaine d'employés là-bas maintenant. Ça tourne très bien. Ok. J'ai Sharingbox. Ok. Avec Sharingbox, c'est clairement mon plus gros succès pour l'instant. Sharingbox, c'est quoi? On rentre, pour donner un peu des chiffres et situer, Sharingbox, on rentre dans la 6e année. D'accord. J'ai ouvert ça avec mon meilleur pote fin 2012, début 2013. Aujourd'hui, sur le payroll, j'ai plus ou moins 170 employés. J'ai pas 172 employés sur le payroll. C'est une présence dans 22 pays. C'est l'année passée 18,2 millions d'euros de chiffre d'affaires quand même. Au board, c'est là comme Selim Chidiac, l'ancien CEO de Red Bull, qui est entré au board quand la boîte elle avait 18 mois, donc il nous a repéré, donc il a été de très bons conseils. Maintenant, on a un énorme conglomérat japonais au board. Et c'est lui qui vous a repéré? Tout à fait. Quand on a ouvert de la boîte, elle avait 18 mois. Et on venait d'ouvrir le bureau de Dubaï. Et je reçois un coup de fil ici, et une personne qui m'appelle, qui pose beaucoup de questions. Je dis oui à l'instant, mais qui êtes-vous? Et ils se disent Selim Chidiac. Moi, je prends mon téléphone, Google Selim Chidiac, et je vois CEO de Red Bull North America. Le mec gérait Red Bull, il a ouvert Red Bull Japon. Il était depuis la création avec le owner de Red Bull. Il a directement compris le concept, il a bien compris que c'est bien plus que du photomaton, du photobooth. Et il nous appelle, là je viens un instant, je le mets en hold, j'appelle mon partenaire Marc, qui à ce moment-là était dans les bureaux de Paris. Et je crois que c'était un jeudi. Il nous pose quelques questions, il fait ok, ça m'intéresse, j'arrive. On fait comment ça, j'arrive, je serai là dimanche. Ça va faire Dubaï le dimanche, comme en Israël, on travaille le dimanche. Et dimanche, dans les 10 bureaux, et 3 mois plus tard, il prenait 10% de la boîte. Et il nous a beaucoup aidé parce que c'est quelqu'un qui a géré la distribution de Red Bull au niveau monde, a beaucoup de conseils à te donner sur la structure de ta boîte, où mettre tes efforts, etc. Donc c'est très intéressant pour nous, ça donne aussi une certaine crédibilité à la boîte aussi d'avoir ce genre de personnes au board. Et puis là, oui, on a eu beaucoup de chance, on était là au bon moment avec le bon produit. Je ne vais pas dire qu'on était tellement plus malin que les autres, mais on a eu un bon produit au bon moment. Et on a très bien exécuté, je pense. L'exécution a été parfaite, on n'a rien inventé vraiment. On a juste créé de la valeur ajoutée sur un produit existant. Donc si on est là pour parler de l'entrepreneuriat, j'ai pas la science infuse et je ne suis pas encore un Mark Zuckerberg ou un Elon Musk, mais c'est un truc que moi j'ai appris en tout cas dans mes différents projets d'entrepreneur, c'est je ne crois pas en l'idée que personne n'a eu pour faire ton business. Si tu vas faire beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de gens dans mon entourage sont là, oui j'ai cette idée que personne n'a eu, et ils se lancent dans une app, ou ils se lancent dans une tech, ou ils se lancent dans, j'en sais rien, peu importe l'industrie dans laquelle ils vont. Moi je pars du principe que si personne n'a eu l'idée avant, c'est que c'est pas intéressant. D'accord. Je pars plutôt du principe que s'il y a de la concurrence sur ton marché, c'est qu'il y a un marché. Et s'il y a un marché, c'est qu'il y a des gens qui sont déjà prêts à dépenser pour ton produit. Okay. Pourquoi se casser la tête? Un excellent exemple que j'aime beaucoup citer et que je respecte beaucoup, c'est tu prends Uber. Uber, c'est hyper intéressant. Si je t'aurais dit il y a 10 ans, je vais ouvrir une boîte, je vais révolutionner le monde du taxi, tu vas dire, enfin, Sid, tu es fou. Le monde du taxi, c'est des vrais mafias, ils sont organisés, ça fait un siècle que ça tourne ce bazar. Tu as bien vu, c'est une vraie mafia organisée. On l'a vu quand ils ont voulu réagir contre Uber, mais Uber, il n'a rien inventé. Il n'a pas réinventé un service qui n'existait pas. Il n'a pas réinventé des voitures différentes. Il a juste donné de la valeur ajoutée à un cycle de vente, à une expérience client. À la fin, tu appelles un taxi à l'endroit où tu es et il dépose à l'endroit où tu n'es pas. Il n'a rien changé, sauf que la manière de la valeur ajoutée qu'il a donnée à l'expérience client, au user experience, vraiment, pour faire un peu mon Jean-Claude Van Damme, est révolutionnaire. Aujourd'hui, la plus grosse boîte de taxi au monde, elle n'a pas de taxi. C'est hyper intéressant. Donc lui, il a été sur un marché qui existait, il a juste fait mieux, il a outperformé le marché. Et Sharingbox, c'est un peu le même principe. Tu prends, avant moi, ta photo au niveau européen, ta Photomaton. Photomaton est un monstre, je crois que la boîte elle a 60 ans ou 50 ans. C'est le plus gros opérateur de machines avant moi. Aujourd'hui, Photomaton travaille avec mon software. Aujourd'hui, je suis plus gros que lui en chiffre d'affaires sur les photos. J'étais sur un marché où il y avait des clients, j'ai juste été meilleur dans l'exécution, j'étais meilleur dans mon approche marché, j'ai réussi à mettre des machines là où les gens ne penseraient même pas en mettre. Mais je n'ai pas inventé. J'ai la Sharingbox, que ce soit dans le design, dans l'exécution, je pense qu'on a été assez performant. À la fin, c'est une machine qui fait une photo et qui l'imprime. Le côté moderne, machine connectée 2.0, oui, ça partage, mais ça, c'est même plus de la tech, c'est un acquis. Et moi, je crois beaucoup à ça. Et tu prends un Airbnb, c'est le même principe, quoi. Le mec, il n'a pas révolutionné le monde. C'est juste les gens voyagent, il y a le principe du low cost, il y a le principe de l'hôtellerie. Il a vu un bottleneck, il a juste amélioré l'expérience utilisateur. C'est un peu ce qu'on appelle l'économie collaborative. Airbnb n'a rien inventé. Aujourd'hui, le mec qui loue le plus de chambres, il a 0 chambre. Le mec n'a pas de frais, il n'a pas de staff et il est plus rentable que n'importe quel hôtel. Et je crois beaucoup à ça, je crois beaucoup à, tu vas dans un marché, et c'est pour ça que quand j'ai travaillé avant, si tu as travaillé avant, tu as une expérience marché, tu as une connaissance marché, tu as un réseau sur un marché, et si tu dis ok, il exécute, je peux l'exécuter mieux, ou en le travaillant chez eux, j'ai vu qu'il y a un bottleneck là, où il y a une niche à exploiter, cette expérience-là va te permettre d'aller sur ce marché où il y a déjà des clients et juste
faire mieux. Et je pense pas que c'est compliqué de faire mieux. Alors, c'est un côté arrogant que j'ai, mais je pense pas que faire mieux que des grosses boîtes, c'est compliqué. Je pense qu'une fois qu'une boîte devient très grosse, ou c'est plus les dirigeants qui la pilotent, rapidement elle commence à devenir un gros bateau j'aime bien dire qu'il y a du gras. J'aime bien dire qu'il y a du gras, et souvent quand tu as du gras, donc ça fâte, et le gras il sert à rien. Dans beaucoup d'industries, tu vois des leaders d'industrie qui sont des gros bateaux où les décisionnaires ou les gens ne sont pas des gens qui la boîte leur appartient, ils n'ont pas d'une vraie initiative sur la performance. Et rapidement un petit challenger peut vraiment leur gratter des parts de marché parce qu'ils sont plus innovants, parce qu'ils sont plus réactifs, parce qu'ils sont plus dynamiques, parce qu'ils ont une valeur ajoutée, que ce soit dans le produit, dans le prix, dans le service. Et je pense qu'il y a moyen vraiment d'être titiller pas mal de gens dans beaucoup d'industries qui pensent que le marché l'aurait acquis. Tu n'es pas un Elon Musk, mais tu as les mêmes idées que lui. Hein, ouais, peut-être. C'est ça qu'il a fait dans l'aérospatial. Ouais, par exemple, c'est ça, il n'a rien inventé, il a juste été un pas plus loin, quoi. Et moi, je crois beaucoup à ça dans l'entrepreneuriat, en fait. Je pense juste qu'il y a moyen d'entreprendre dans plein de domaines, il suffit juste d'être un peu plus malin. Et après, le plus important, c'est pas l'idée, c'est l'exécution. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Tu peux avoir la meilleure idée que tu veux, si tu ne sais pas l'exécuter, elle ne te sert à rien. Tu peux avoir la mauvaise idée de la terre, si tu l'exécutes mieux, tu vas faire de l'argent. C'est pas plus bête que ça, quoi. Et alors, donc pour Sharingbox, qu'est-ce qui t'a... t'as dû faire un choix, parce que des produits ou des services qui existent déjà, il y en a beaucoup. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, je vais prendre cette niche-là et je vais améliorer l'exécution, comme tu dis. Il y a plusieurs choses. C'est quand on parle de l'entrepreneuriat, et comme je t'expliquais, je n'étais pas la seule entrepreneur, il y a l'OCDE récemment pour le coup, sur entreprendre en Europe, scaler une boîte en Europe et quel est le chemin à faire. Moi, je suis un peu le mouton noir du bazar. Enfin, je ne crois pas en le business plan, par exemple. Tu me dis, si d'écrire un business plan pour lancer l'idée, je te dis jamais, n'écris jamais de business plan, c'est la meilleure chose pour te planter. Écris ton business plan quand ton proof of concept est passé. Parce que si dès le début, tu sors un produit sur le marché et que tu as un business plan et tu dis, voilà, je vais prendre cette somme d'argent, je vais l'investir comme ça, et ça va me donner ces résultats-là parce que mon business plan est de faire ça, ta boîte n'est plus agile. Donc ça veut dire que peut-être dès le début, tu as pris la mauvaise décision, mais si tu stick to the plan et que c'est pas le bon, tu vas dans le mur. Nous, là, on était fort avec Sharingbox, c'est que, je parle pour nous, pour Jean-Claude Van Damme, c'est ça du bootstrapping. Sharingbox, c'est simple. Moi, j'ai mis 10 000 euros, mon meilleur ami 10 000 euros, c'est 20 000 euros. Première année, on a fait 340 000, deuxième année, 2,4 millions, troisième année, 5,8 millions, quatrième année, 10,8 et fin de cinquième année, on passe les 18 millions maintenant. Parce que dès le début, quand tu bootstrap et que tu n'as pas d'argent, c'est, de nouveau chez Jean-Claude Van Damme, on parle en anglais, on aime bien dire « you hustle like you were broke ». Ça veut dire hustle, tu vas vraiment te battre comme si tu étais fauché. Et quand ta boîte n'a pas d'argent et que tu ne lèves pas de l'argent, chaque chose que tu vas faire, tu vas vraiment l'out-performer. Tu vas essayer de générer le plus d'efficience dans tout ce que tu fais. Et au début, l'histoire de Sharingbox, pour les gens qui ne connaissent pas la boîte, c'est des photomatons connectés. Si je devais le réduire, c'est quand même plus complexe que ça. Au début, c'est parce que moi, j'ai fait du recrutement. Et deux exemples concrets. Un de mes gros clients dans le recrutement, c'était Viangro. Viangro, si tu connais en Belgique, c'est une énorme boîte. Dans Viangro, tu entends viande et grossiste. Viangro, c'est un grossiste en viande, c'est la boîte la moins sexy de la Terre. C'est une boîte qui génère beaucoup de cash, qui est très rentable. C'est une grosse boîte en Belgique. Et tu le sais ou pas, ils ont un des départements informatiques les plus modernes de Belgique. Parce que depuis l'histoire de la vache folle, ils doivent traquer toute la viande. Eux, ils sont propriétaires des terrains où ta vache est brute, de la transformation où on te coupe la viande jusqu'à l'emballage qui va distribuer chez Deleuze, Colruyt et jusqu'à Quick. Donc, ils ont un énorme département informatique pour faire tout ça. Mais quand Viangro mettait une annonce pour recruter des informaticiens, toi, tu es informaticien, tu vois une pub pour IBM, un job pour IBM, Accenture et puis Viangro, tu te dis, j'ai pas travaillé chez un grossiste en viande. Alors qu'ils ont clairement le département informatique le plus moderne, ils investissent bien plus qu'un IBM, un Siemens et un autre. Et donc, ils venaient travailler, ils venaient demander des cabinets comme moi, dire, les gars, on n'arrive pas à recruter, parce que quand je mets une annonce Viangro, personne n'envoie son CV. Et nous, notre spécialité, c'est de chercher des profils pour eux. Okay. Et puis, je voyais que je recrutais des profils assez calés, assez connus dans leur domaine en Belgique chez ces gars. Et je me dis, merde, si les profils que je mets chez eux pouvaient dire à l'entourage, regarde, moi, je travaille chez Viangro. Je me dirais bien, leurs copains d'Unif, ils diront, lui, il était bon dans ce qu'il faisait. S'il travaille chez Viangro, peut-être que j'avais à voir la peine ce qu'il fait. Et au même moment, j'étais consultant pour ING, où je faisais du recrutement pour eux, ING, Deutsche Bank. Et à ce moment-là, ils ont mis eux en place, ils en avaient marre de payer les cabinets comme les liens, on était très cher. Ils mettent en place ce qu'on appelle un recommend friend policy. Donc, c'est dire à tout leur staff, voilà la liste de tous les jobs ouverts chez nous. Si vous avez un ami à nous conseiller et qu'il vient chez nous et qu'il a le job, vous allez recevoir des chèques repas, des éco-chèques, de la rémunération, des jours de congé, peu importe, ils allaient recevoir de la rémunération en échange. Donc, si tu veux, qu'est-ce que ces deux boîtes cherchaient à faire finalement, c'est créer des brands d'ambassadeurs. C'est dire à leur staff et la boîte, représenter la boîte. Et c'était un peu l'idée à la base de Sharingbox. Et les premières machines qu'on avait, elles n'imprimaient pas. C'était de créer des brands d'ambassadeurs. C'est se dire à la Christmas party, à la soirée annuelle, le barbecue d'entreprise, tu fais une photo, I love my job, #Viangro. Le mec, il postait ça sur son LinkedIn, sur son Instagram, sur son Facebook. Tous ses amis, son entourage diraient, attends, là, il travaille chez Viangro. Donc c'est un peu comme tu te balades avec un t-shirt Just Do It, on te dit, t'es un ambassadeur de Nike. Okay. Et c'est là que vient la boîte. Si mon business plan avait été que, voilà, on attaqué que
que des clients à des fins de recrutement, on va faire que des job fairs, etc. et on va faire un truc purement digital, je me serais planté. C'est un peu, tu prends le film Facebook, je pense, qui est assez proche de la vérité dans pas mal de domaines. Tout au début, Zuckerberg, il dit bien ça dans D-Network. T'as l'autre, t'as ton associé qui dit viens faire de la pub, etc. Et lui dit non, ne fais rien, on ne sait pas encore ce que les gens vont faire avec ça. Et Facebook est un bon exemple, où à la base, c'est censé être un yearbook. Donc c'était un peu pour que tous les jeunes mettent leurs photos et là-bas, c'était que pour les unifs entre eux. Et aujourd'hui, Facebook est devenu tout sauf un yearbook. Il a laissé le projet grandir, il a laissé les gens utiliser son produit et qui en ont fait eux-mêmes ce qu'il en est devenu. Et c'est un peu ce qui nous est arrivé. À la base, on était là pour le recrutement, alors qu'aujourd'hui, on a un outil. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on est des boîtes à collecter la donnée, on est des boîtes à augmenter leur présence sur les réseaux sociaux, on est des boîtes à créer des brands d'ambassadeurs, on est très fort pour faire du traffic management, amener les gens en boutique, amener les gens en ligne, à faire bouger les gens sur un événement, en amenant on utilise nos produits dans plein d'industries différentes à des fins complètement différentes parce qu'on était hyper agile. C'est que dès le début, dès qu'on a flairé une opportunité, on était extrêmement opportuniste, on n'avait pas eu peur de développer des produits et attaquer des niches marchés en disant non, on ne s'arrête pas là, ce business plan n'est pas que d'attaquer ce segment-là. Que si jamais ce segment-là n'était pas preneur ou pas rémunérateur, et j'avais pris de l'argent, j'aurais dépensé comme un malade pour être là, si ce n'était pas le bon pari, je me serais planté. Moi, je crois qu'une fois, par exemple, que le premier investissement a lieu de Selim Chidiac, on a commencé à avoir une vitesse de croisière, on voyait les industries auxquelles on me plaisait, les revenus qu'on pouvait générer par machine, là, tu peux commencer à faire un business plan. Parce que voilà, la boîte, elle avait 18 mois, on voyait l'agilité qu'il y avait, les produits commençaient à se dessiner, le type de profil, à quoi ressemblent mes opérations se dessinent. Là, tu peux dire, voilà, aujourd'hui, j'ai besoin d'autant d'hommes pour faire bouger autant de machines qui me génèrent autant de revenus, ok, où je vais être dans 5 ans. Là, tu commences avec ton business plan. Mais avant ça, c'est dès le début, alors que tu n'as rien fait, t'écris un business plan, mais tu vas, je pense, droit dans le mur. Et c'est intéressant, tu vois, dans toutes tes courses, aujourd'hui, il y a beaucoup de capitaux sur les marchés, lever de l'argent, aujourd'hui, c'est facile. C'était un bon CV ou un bon track record d'aller chercher 100 000 à, j'imagine, 5 à 10 millions d'euros. Je ne pense pas que tu vas crever pour aller le trouver parce qu'il y a beaucoup de capitaux sur les marchés. Et le nombre d'entrepreneurs qui se plantent, cette course à l'argent, tu m'aurais donné de l'argent pour ir chez Inbox, je me serais planté direct. Chez Inbox, on n'avait pas un franc, a fait qu'on a développé un produit extrêmement performant. La première machine que j'ai achetée, je l'avais achetée en Chine, était hyper lourde, intransportable. Tous les jours, il dit je dois agrandir mon parc, acheter une deuxième machine. Mon designer qui l'a dessiné, je lui ai dit, ma deuxième, elle doit rentrer dans le coffre de ma voiture parce que j'ai pas d'argent pour acheter du matériel roulant. J'ai pas d'argent pour investir dans une camionnette. J'aurais ouvert chez Inbox avec 2 millions d'euros sur mes comptes, mais je t'aurais acheté 10 machines de merde qui sont énormes et 3 camionnettes. J'aurais pas investi, donc opérationnellement, j'aurais été moins efficace, j'aurais plus de coûts opérationnels, donc mes marges auraient été moins bonnes, j'aurais été droit dans le mur. Le fait que j'avais pas d'argent a fait que ça m'a obligé de sortir un produit beaucoup plus compétitif et beaucoup plus agile. Et la preuve, on l'a vu maintenant quand les Japonais sont entrés au capital et ont mis beaucoup d'argent dans la boîte, ça a été notre plus mauvaise année. Le chiffre d'affaires a augmenté, mais en termes de profit, c'était notre plus mauvaise année. Parce qu'une fois que tu as de l'argent, tu dépenses. T'es plus broke. Et moi j'aime bien dire you hustle like you were broke. Travaille toujours comme si t'as pas un franc, ça t'oblige à chaque fois à te performer et à faire que tu sors le meilleur produit. Donc avoir des gros business plans et des moyens à les dépenser, souvent je ne pense pas en tout cas que c'est la bonne approche. Ok, bah excuse-moi, je vais encore te faire plaisir, mais ce que tu me racontes là, c'est vraiment l'histoire d'Elon Musk. Hein. Pour moi, j'aime beaucoup Elon Musk. Pour moi, la personne que je respecte le plus, c'est plutôt Bezos, c'est le gars d'Amazon. Pour moi, il n'y a pas plus grand génie aujourd'hui dans une vision marché stratégique que ce type. Elon Musk, c'est un utopiste plutôt, mais en effet, c'est un très bon exécutant et il n'a pas peur de réinvestir dans ses business, donc c'est pas mal ce qu'il fait. Mais si je dois prendre un exemple, moi c'est Bezos que je trouve qui est vraiment très puissant. Bien. Mais par contre, tu n'as pas vraiment répondu à une question. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup tu t'es dit les photos, je vais. Ah non, de nouveau, ça partait de mon expérience marché. Je te dis, j'ai vu dans mes clients en recrutement avaient besoin de créer des brands d'ambassadeurs. Ah d'accord, ok. Et de là, j'ai pris la première machine. Et de nouveau, moi je crois beaucoup. Tu prends la watch que j'ai fait avec mon frère, tu prends Dotterbug que j'ai ouvert avec ma première boîte, tu prends dans le recrutement iStorm qu'on avait ouvert et tu prends chez Inbox. Moi je crois beaucoup au quick win. Moi j'ai très peur de devoir investir et de devoir attendre pour récolter. Moi j'ai vraiment besoin de rapidement, j'ai acheté un 1, je l'ai vendu à 2. Toutes les boîtes que j'ai fait, chez Inbox la première, c'est la première machine, on a été l'acheter, ça nous a coûté $6 000. Et elle est arrivée ici, j'ai fait 2-3 événements, j'ai acheté $6 000, j'ai réussi à louer 3 fois pour 700 € sur l'événement, des trucs tout petits. Ok, ça fonctionne. Et là, je grandis. Donc, j'ai jamais vraiment pris de risque. J'ai ouvert chez Inbox, je travaillais encore dans le recrutement. Okay. Mon partenaire travaillait encore dans sa boîte. Et c'est en parallèle. Okay. Et c'est une fois que j'ai vu que mon concept commençait à prendre que là, tu prends le risque de tout lâcher pour y aller. C'était ce besoin d'entreprendre, d'aller titiller le marché, de ne pas avoir peur d'aller chercher le deal, de travailler beaucoup. Ouais, tu fais des heures. Je travaille dans le recrutement et en dehors des heures, le week-end, je travaille sur mon autre projet. Et après, voilà, c'est ça qui sent dans la réussite aussi. Le fait que tu es fin et que tu ailles chercher et que tu pousses pour ton produit, ça te donne. Si tu es tranquille, tu dis voilà, j'ai mon business plan, je vais le suivre. Moi, en tout cas, je pense que c'est la pire chose à faire. Mais le business plan, tu l'écris plus tard. Alors, juste par rapport à ta propre histoire et à cette soif d'entreprendre, donc c'est quelque chose que tu as eu dès l'enfance, que tu as eu après les études, que tu as eu en étant en train de travailler comme headhunter ou c'est... Il y a un peu de tout. Déjà, même quand j'étais headhunter, je travaillais dans une boîte qui a toujours dit quand tu viens le matin, tu travailles comme tu travailles pour sydneyvalenta.com. J'avais mon propre marché, j'avais un plan de commission qui n'était pas capé, donc au plus je faisais, au plus je gagnais.
Donc clairement, c'est comme finalement si j'étais indépendant. Ouais. Et donc j'avais déjà, dans mes premières expériences professionnelles, ils m'avaient déjà mis dans un mindset, fait comme c'est ton bureau, c'est ton marché, plus tu fais, plus tu gagnes. Donc ils m'avaient déjà mis dans ce mindset d'entrepreneur. Je viens d'une famille d'entrepreneurs de A à Z, de mon père, mon grand-père, des deux côtés de ma famille, de mon père et de ma mère. Donc il y avait déjà aussi ce côté-là était là. Et de nouveau, j'ai jamais senti rapidement, après 2-3 ans de boulot, j'ai vu des gens dans les boîtes où j'étais grandir plus vite que moi, alors que je regardais 2 fois plus de chiffres qu'eux. Ils étaient plus politisés que moi, académiquement, ils étaient plus élevés que moi. Et rapidement, j'ai vu que jamais ça ne m'intéressait pas de grimper dans une hiérarchie d'entreprise et avoir un N+1, N+2, avoir un management de mes juniors, ça m'énervait un peu, j'ai pas vraiment ça. Et donc déjà, ça me plaît de créer la valeur ajoutée. C'est très très gai de créer de l'argent. Quand tu as une idée et tu dis voilà, j'ai eu l'idée, j'ai mis ça en place et j'ai créé la valeur ajoutée du revenu, c'est extrêmement excitant, je trouve. Je crois aussi beaucoup au projet social dans une boîte. Donc oui, je suis vraiment la caricature du petit capitaliste qui aime beaucoup l'argent et libéral, bien de droite pour le coup. Mais ça reste que je crois à un projet social énormément et chez nous, je crois que salairement, je pense qu'on paye bien et les gens ne sont pas capés. Je crois beaucoup au plus. Ces premières remarques qu'on a eu nos investisseurs quand ils sont rentrés, c'est putain, les gars, vous payez cher. Et j'ai toujours dit non, mon staff, au plus il me rapporte, au plus il gagne et ça fait partie du jeu aussi. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus excitant qu'un de mes employés qui dit j'ai acheté un appart ou je pars en vacances ou je me suis acheté une bagnole. Parce qu'un jour, moi, j'ai pris le risque d'aller créer cette boîte, d'investir et de lancer le bazar. Donc, c'est très, très gai, je trouve, de créer la valeur ajoutée. Et derrière, qu'il y ait un projet social derrière, c'est très agréable. Bon, merci pour cette présentation. Donc là, on va passer à la deuxième partie de l'interview. Donc tu as déjà donné pas mal d'éléments sur ce que tu considères être les bonnes approches, les bonnes tactiques pour réussir en tant qu'entrepreneur. Et donc si tu devais peut-être synthétiser et donner peut-être 2-3 éléments qui te semblent vraiment pour toi importants et que tu as jugé ou que tu as appliqué toi-même dans ta propre vie pour réussir dans l'entrepreneuriat. Alors, de nouveau, il n'y a pas de formule magique. Okay. C'est pas parce que ça m'a réussi que ça vous réussira. Donc, ne pas me taper dessus si ça ne marche pas. Alors, la première, en fait, la plus importante, je pense, c'est bien s'entourer. D'accord. Alors, ça paraît con et on n'en a pas parlé, mais le nombre d'entrepreneurs qui se plantent parce que l'entrepreneur, souvent, est très sûr de lui, très orgueilleux, très narcissique. C'est mon projet, c'est moi, je vais réussir, je vais overcome the market. Et moi, c'est l'opposé. C'est dès le début, dans chaque boîte que j'ai ouverte, j'ai toujours été associé 50-50 avec quelqu'un. Tu prends Sharingbox, très tôt, directement, je suis associé avec mon meilleur ami. Si ça n'aurait été que ma boîte, j'aurais peut-être une grosse boîte dans 2-3 pays. J'ai Marc à côté de moi, je suis dans 22 pays. Mon associé et meilleur ami est un vrai exécutant. Tu lui demandes de vendre une Sharingbox, il ne sait pas ce qu'on fait. Mais dans l'exécution, la gestion des finances, c'est un monstre. Tu prends mon frère dans l'industrie qu'on a avec la Wash, mon frère est un excellent gestionnaire et il gère des flux d'entrée et de sortie de linge, l'automatisation de machines et un cash flow. Là, ouais, j'ai monté le business plan de A à Z, j'ai ouvert les premiers clients, j'ai créé j'ai été chercher ce marché-là, j'ai dessiné l'idée. Mon frère l'a exécuté extrêmement mieux que moi. Et moi, ça, j'ai pas peur en tant qu'entrepreneur de dire vaut mieux, est-ce que tu sais pas faire, le laisser à un associé que de dire je vais tout faire moi-même, que c'est la meilleure manière de se planter. C'est vraiment la meilleure manière de se planter, c'est de vouloir reprendre tout chez soi. Il ne faut pas avoir peur de laisser l'equity ou laisser des parts ou payer très cher les gens autour de toi et bien s'entourer. C'est vraiment primordial. En et fait. 50-50, pas 51. Après, ça dépend dans quelle affaire, mais là, c'est mon frère, c'est mon ami, et par rapport à la charge du travail et tout, ça fonctionne. Ok, donc l'environnement, hyper important, donc. S'entourer, et là, c'est un truc que j'ai appris très tôt dans le recrutement et que je dis à mon staff ici. Quand je recrute, beaucoup de gens disent ouais, je vais travailler dans cette boîte parce qu'ils vont me former ou parce que je vais apprendre, etc. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Moi, les gars que j'engage, je leur dis je t'engage pour tes forces et tes faiblesses, je ne veux pas entendre parler. Quand j'engage quelqu'un, je suis là pour capitaliser sur ce qu'il fait de bien. Je ne pense pas que des gens, quand ils ont 22, 23 ans ou 28 ans, quand ils viennent chez toi, ils vont changer. Et ça, je crois beaucoup l'entrepreneur. Fais ce que tu sais faire, si tu sais pas faire, ne dis même pas je vais le faire ou je vais m'éduquer. Non, si tu sais pas le faire à ton âge, tu ne sauras jamais le faire. Ou c'est que tu le feras, mais c'est que tu n'es pas bon. Voilà où tu excelles. Et moi, je crois beaucoup à capitaliser sur les forces de quelqu'un et ses faiblesses. Non, il y a des gens qui font que pourquoi est-ce que je donnerais à quelqu'un des responsabilités où je sais qu'il n'est pas bon. Et je leur dis parfois, ouais, je vais probablement te pousser à mieux performer dans ce que tu sais faire et peut-être des formations là, mais ce que tu sais pas faire, compte pas sur moi pour te former là-dessus. Dans une autre boîte qui te fera des plans de carrière très longs, très coûteux et pas très excitants, moi je crois à fais ce que tu capitalises à fond sur ce que tu sais faire et ce que tu sais pas faire. Ressource-le. C'est le premier conseil que je fais, c'est vraiment fais ce que tu sais faire, pour le reste, entoure-toi bien. Après ça, c'est de nouveau, c'est propre à moi. Moi, je n'arrive pas à croire aux business qui ont besoin de beaucoup de capitaux avant d'être rentables. Alors, je pense que ça marche quand tu as une grosse tech ou tu es dans le médical, où il faut investir énormément en R&D pour sortir le produit. Mais pour tout le reste, quelqu'un va dire oui, j'ai besoin d'investir autant et on sera rentable dans 4 ans. Moi, ça, je ne sais pas faire et je ne crois pas et je pense que c'est très dangereux. Parce que c'est vraiment, tu fais comme ça et c'est un conflit, tu jettes ta pièce et puis tu regardes si ça s'est passé. Moi, j'aime bien les business où très rapidement, tu vois si ça fonctionne ou pas. Et ça te permet de dire oui, je continue, oui, je me barre et pas attendre 3 ans et avoir brûlé énormément de cash et de temps et d'énergie là où c'est pas. Donc je crois beaucoup à l'exécution. Et la troisième, c'est un peu ce que dit, c'est rester agile. Tu vois,
Alors qu'il ne faut pas de business plan, oui, peut-être c'est un peu exagéré ce que je dis, il faut quand même avoir une vue, un minimum de stratégie, mais ne pas se figer dans c'est là où je vais, c'est là, voilà, c'est ma stratégie, je ne vais pas bouger ou pas être flexible, non, c'est lance ton produit, et parfois tu vas être très surpris finalement que le marché va en faire tout à fait autre chose, ou tu pensais que tes clients ce seraient eux, maintenant tes clients c'est eux. Alors une fois tes clients c'est eux, mais comment tu as dépensé pour parler à cette audience-là, non en fait tu as dépensé pour parler à cette audience-là. Ouais. On aime bien dire assumption is the mother of all fuck-ups, donc oui je parle beaucoup anglais, c'est une boîte très Jean-Claude Van Damme ici, l'assumption, c'est les assumptions sont vraiment la maman de toutes les conneries, enfin de tous tes problèmes, parfois tu peux arriver avec un business plan avec beaucoup d'hypothèses, et tu vas faire tout un business plan ou prendre beaucoup de décisions sur certaines hypothèses, attends que tes hypothèses soient confirmées, donc va jouer un peu. Et une fois qu'elles sont confirmées, commence à mettre ta stratégie en place. Et ça, je pense, c'est quelque chose d'extrêmement important. Tu as trop de boîtes qui vont dans une direction. Tu prends les Take It Easy, je pense que c'est un excellent exemple, qui n'ont rien révolutionné non plus. Hein. Ils ont copié un business model existant, il y avait déjà un marché pour. Mais je pense qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent très rapidement, ils ont brûlé beaucoup de cash. Alors, il y a plein d'excuses qu'on va te donner. Je pense que c'est des gars très bien, et ils ont bien exécuté. Mais quand je regarde un peu, autrement moi, de ce que j'ai vu de leur expérience, c'est énormément. Ils ont levé beaucoup. Hein. Et tout a été dépensé en un moment dans une direction, sans vraiment remettre en question une stratégie ou autre. Ils avaient un business plan, cet argent il va là, on le met. Et ça marchait pas, mais ils ont continué à mettre. Et puis à un moment, ils déposent le bilan. Je pense qu'il n'y a aucun moment où ils se sont dit, regardons un peu. Et plein de boîtes comme ça, tu vois qu'il y a des erreurs qui sont faites parce qu'ils sont pas agiles. Alors que tu vois, chez nous, on a changé 10 fois notre fusil d'épaule, 10 fois notre produit. Il y a des marchés qu'on ne voulait pas, aujourd'hui c'est là où on fait le plus de volume, et on a adapté le produit pour. Tu prends par exemple, chez Inbox, on n'a jamais eu l'ambition de faire du mariage. Moi, jamais dans ma vie, quand j'ai ouvert ça, je me dis je vais être un photomaton pour faire du mariage, des anniversaires. Aujourd'hui, en Belgique, on fait quoi? On fait 1200 mariages par an. En France, on fait 3500 mariages par an. En Allemagne, on fait aussi 2000. C'est un volume de malade. Parce qu'une fois que j'ai vu que ce marché venait chez moi, je suis OK, il y a un marché, OK. On va créer. Et je l'ai fait, j'ai travaillé pendant 3 mois ce marché-là. J'ai vu que les machines n'étaient pas adaptées. J'ai vu que mon prix n'était pas adapté. Et dans le mariage, on a fait un truc complètement disruptif. Dans le privé, on a démocratisé le bazar. Avant nous, ça n'existait pas d'avoir une activation photo sur un événement privé à moins de 800 balles. 800 €, et d'ailleurs tu en avais très peu, c'était un nice to have. Aujourd'hui, nous on a créé le photomaton importé, tu viens chercher chez moi ma Share Inbox, comme tu vas chercher un McDo, ça te coûte moins de 350 € pour un week-end. Aujourd'hui tu vas à n'importe quel mariage, anniversaire, c'est plus un nice to have, c'est plus un must to have, c'est un must have. Je pense que tu as 7 mariages sur 10 qui ont une animation photo aujourd'hui. On a amené ça, et c'est de nouveau, c'est l'agilité. Tu sens que le marché a besoin de ça, ok, on va regarder ce qu'on peut faire, tu travailles un peu le produit et tu y vas. Il n'y a pas de business plan là-bas. Dans mon business plan, je te redis jamais on va faire ce segment marché-là. C'était un segment marché pour moi, les marges n'étaient pas assez grandes, et du volume, je ne vais pas faire du volume, je vais faire de la marge. Et puis voilà, puis après ta boîte le fait, si tu es agile assez, tu dis finalement il y a un business, tu es opportuniste et tu y vas. Et il faut garder cette agilité, cette opportunité dans une boîte, et c'est très dur quand tu grandis, ce qu'on a maintenant, c'est de garder cet esprit start-up en fait. Moi, les gens ne nous appellent plus une start-up, ils disent qu'on est une scale-up. Moi, je me bats tous les jours pour garder cet esprit entrepreneur, startup qui doit rester là, et c'est très très dur quand tu commences à avoir des grosses équipes et avoir une décision près des 5 minutes. Aujourd'hui, elle prend 4 jours parce qu'il y a 4 départements. Alors, il fait sortir une présentation. Moi, c'est moi, ma graphiste, on la faisait, ok, on la valide, on shoot un email. Alors, je dis non, tu as mon copywriter qui a écrit un truc, tu as la meuf du marketing qui le met en place, la meuf du design qui crée une newsletter, puis tu as Denis en haut. Enfin, on est 6 personnes à valider une newsletter qui doit sortir un lundi. Finalement, elle sort 3 semaines plus tard et on est en retard. Et c'est très dur de garder cette agilité de start-up. C'est pour ça qu'ici, et c'est marrant aussi le livre du mec de Google là, que j'ai terminé, il dit un truc intéressant qui est très proche à cette boîte, c'est, j'aime bien quand j'engage les gens ici, on appelle ça un peu le chaos organisé chez moi. Ici c'est le chaos, mais il est organisé. Mais c'est un chaos. Je te dis au début, si tu viens d'une grosse structure, tu te dis putain mais les mecs comment ils s'en sortent, comment ils font le chiffre d'affaires avec une organisation pareille. Et le mec de Google, il dit un truc intéressant dans son livre, il te dit, si c'est pas le chaos, c'est que tu t'es planté. C'est que le jour où tu as le temps, tous tes process sont en place et tout va bien, bah c'est que tu n'avances plus. Si c'est le chaos, c'est que tu continues à grandir, tu as tout le temps des nouvelles choses, des nouveaux projets, des nouveaux clients, et tu es en retard parce que ça avance. Le jour où tu as tout à fait le temps de tout faire, bah c'est qu'à un moment ta boîte elle n'avance plus. C'est que ta boîte elle stagne, tu as ta vitesse de croisière et que tu as arrêté ta croissance. Donc finalement, le jour où tu n'es plus dans un mode chaos organisé, tu vas te poser la question, merde, ça veut dire que ça va plus. Alors bon, tu as déjà donné des éléments de réponse sur la deuxième partie. Quelles sont les erreurs que tu as commises, que tu as vu commettre? Alors tu as déjà répondu en partie à la question, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres éléments où tu t'es dit vraiment ça, faut faire gaffe quoi? Alors des erreurs, on a commis plein d'erreurs. Ouais, il y en a eu beaucoup. Par où commencer? Les premières erreurs, c'est dur les erreurs, parce que parfois des erreurs ça a été un mal pour un bien. Rien n'est acquis. D'accord. Rien n'est acquis les gars, c'est important. C'est une fois que tu crois que tu as marché, que ton marché, rien n'est acquis, il faut toujours se réinventer, faire très attention à s'asseoir
Ça va, tout va bien, mon produit marche, ça fonctionne, donc rien n'est acquis. Rester, c'est hustle like you were broke. J'ai insisté là-dessus, c'est pas parce que ça marche qu'il faut commencer à dépenser, surtout pas. Rester toujours en mode startup, en mode c'est le début et tout ne va pas bien. D'accord. Faites pas cette erreur une fois que ça commence à prendre la grosse tête, prendre un gros parc de bagnole et avoir la grande vie. Et donc maintenant, Sydney, Valenta, what's next? Alors j'aimerais bien te dire, mon rêve c'est d'avoir un bateau, comme ça tu sais tout, avoir mon Riva et tu me dirais c'est quoi mon adresse, je te dirais les 7 mers, 7 Seas, et tu sais pas où je suis. J'en sais rien. Je pense que j'aimerais bien me reposer parce que Sharingbox c'est quand même, c'est du 24 heures sur 24. Littéralement, on est dans l'événementiel. On est sur plusieurs continents, donc quand l'Europe se couche, c'est les États-Unis qui se lèvent, les États-Unis se couchent, c'est l'Asie qui se lève ou l'Amérique du Sud, enfin, ça ne s'arrête pas. Je pourrais te montrer une photo au début quand j'ai démarré avec ma femme qui m'a toujours suivi dans tous les projets. Mon fils, mon deuxième enfant, je pense qu'il a 6 heures, littéralement. Ma femme lui donne le sein et tu la vois avec son Mac en train de répondre à des clients. Même les infirmières font mais qu'est-ce qu'elle fait votre femme? On doit répondre à un client, hein, c'est la boîte donc c'est. Sérieux? Ouais, on travaille vraiment jour et nuit. Toi, tu travailles énormément? Tout le temps. Ça va se terminer ici, la journée va se terminer ici vers 19h30, 20h. On va à la maison, mes enfants au lit, de 22h, 2h du matin, ça travaille tout le temps. T'es tout le temps occupé, t'as tout le temps des choses à faire. Mais tu peux même essayer de commencer à mettre en place un middle management. Reste que c'est ta boîte, c'est ton sang et tu as tout le temps des choses à faire, ça ne s'arrête jamais. Et donc j'aimerais bien dire me reposer, mais j'y crois pas. Probablement prendre quelques mois de vacances. Attention, on part quand même bien en vacances aussi. Mais sûrement, quand on connaît une exit chez Sharingbox, probablement faire une petite pause. Mais j'ai déjà 3 projets dans les tiroirs qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être sorti. Donc je pense pas que je pourrais attendre longtemps avant de lancer le prochain. Et j'ai une question par rapport à ces heures de travail. Tu dors, tu as besoin de combien d'heures de... Pas tellement. Pas tellement? Pas tellement. Déjà, je voyage beaucoup. D'accord. Donc, je suis pratiquement 10 jours par mois pas en Belgique. Et les gros mois, pratiquement 20 jours par mois pas là. Ok. Là, on se voit. Hier, le voyage en Europe, je ne même plus sur du voyage. Hier, j'étais à Paris. Avant-hier, j'étais en Hollande. Avant ça, j'ai enchaîné Hong Kong, Tokyo, Ibiza. Je suis tout le temps en train de bouger. Là, maintenant, dans le 19, non, le 22, je repars à New York. On est tout le temps en train de bouger. Et donc, je dors beaucoup dans les avions. D'accord, tu récupères je récupère beaucoup. J'aime beaucoup sortir. Donc, je parle un gros sorteur. Okay. Sortir, pas spécialement en club, mais j'aime beaucoup être dehors, discuter dehors. Je suis un peu un pilier de bar, pour dire la vérité. Je suis vraiment amoureux de chaque nuit. Et donc non, j'ai pas besoin, je pense, j'ai besoin d'être dehors, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de créer un réseau aussi. Et on dormira plus tard. Ok. Bon, bah écoute, Sydney, un tout grand merci pour cette interview. Merci à toi. Voilà, alors j'espère que cette vidéo avec Sydney vous aura été très profitable. Elle était hyper intéressante, instructive. Je tiens à remercier encore une fois Stéphania qui m'aide pour la réalisation des vidéos. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos si celle que vous venez de voir vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine interview.